Chers internautes, bonjour, merci de nous retrouver pour cette 12e édition de cette saison 2017-2018 d'Informatique News Hebdo, votre hebdomadaire dédié à l'actualité de l'informatique pour les professionnels du secteur, bien entendu. Et pour décrypter et analyser cette actualité de la semaine, je suis, comme chaque semaine, en compagnie de notre rédacteur en chef, Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, premier sujet qui nous a intéressé, même plus qu'intéressé d'ailleurs, qui nous a interpellé cette semaine, je crois que vous ne pouvez pas passer au travers, c'est la démission ou le départ de Meg Whitman, qui était la patronne d'HP et d'HPE et qui part d'HPE. Oui, alors effectivement, on ne pouvait pas passer à côté de cette information. On le rappelle alors on va le rappeler, mais qui a surpris un peu tout le monde, parce qu'elle avait dit cet été qu'elle était bien aux commandes de HPE et qu'elle comptait rester. Sachant qu'il se dit aussi qu'en même temps qu'elle avait parié, parce qu'elle est aussi dans la politique, elle avait candidaté participé aux élections pour être gouverneure de Californie, dépensé 100 millions de dollars de ses propres poches. Bon, elle n'a pas été élue. Elle est revenue dans l'industrie. Et donc, il se dit qu'elle avait misé sur Hillary Clinton pour faire partie vraisemblablement du cabinet et qu'elle avait organisé HPE pour qu'elle puisse quitter, je dirais, peu après les élections de novembre. Et puis, bon, on sait ce qui est arrivé, ce qui fait que ça a reculé un peu et donc elle s'est remise un peu dans le fauteuil de CEO de HPE. Alors, elle est en poste depuis, elle est où elle était, puisqu'elle y est encore jusqu'en février, depuis 6 ans. Elle a eu une carrière qui était assez prestigieuse, puisqu'en fait, en particulier, c'est elle qui a développé eBay. Voilà, qui a fait eBay. eBay, elle n'a pas créé eBay, exactement. Elle est arrivée en cours de route, mais dans le CV de ce genre de personnes, on met toujours de tant de personnes à tant de personnes. eBay, c'est de 50 à 15 000 salariés, donc c'est effectivement important. Chez HP, ce sera le contraire, parce qu'elle a quand même... on n'en est pas à 50 quand même. Viré 60 000 personnes, donc c'est quand même pas négligeable. Donc, elle est arrivée au rênes de HP donc il y a 6 ans, et HP avait eu un historique récent assez compliqué, en particulier au niveau de la tête. Il y avait eu l'épisode avec une succession de CEO qui restait très peu de temps. Donc elle arrive au rênes de HP et donc elle organise ça et elle prend la décision qui est quand même fondamentale, stratégique. Là pour le coup on utilise stratégique un peu à tort et à travers, mais là c'est stratégique. Couper HP en deux. Et donc si on prend le cas de HPE, puisque c'est ce qui nous intéresse, depuis 2 ans, les résultats sont loin d'être probants. Alors pourquoi on en parle ? Parce qu'en fait, cette annonce concomitante avec l'annonce des résultats du 4e trimestre qui sont décalés de l'exercice d'HP, et c'était donc le 2e exercice de HP sous cette nouvelle bannière HPE. Donc les résultats sont loin d'être probants, sachant que comparer les chiffres d'affaires dans ce genre de cas, situation est compliquée parce qu'ils se sont délestés de plein de choses et ils ont racheté d'autres choses. Donc c'est assez compliqué. Et toujours est-il que les résultats du 4e trimestre sont meilleurs que ce qu'attendaient les analystes, sauf que les résultats, ils sont pas très bons. Et en général, ce qu'attendent les analystes, c'est toujours plus important que la réalité. Mais en tout cas, ils sont pas très bons. Et donc, suite à ça, Meg Whitman démissionne, mais on peut dire qu'elle a été démissionnée. Elle était quand même sur le départ. Donc maintenant, elle part et elle sera remplacée par Antoine Néry, qui, comme elle l'avait dit d'ailleurs, elle avait dit que HP maintenant avait besoin plutôt un expert en technologie qu'un expert en business. Et effectivement, c'est Antoine Néry est chez HP depuis une 20aine d'années. Donc il connaît bien la maison, on va dire. Il connaît bien la maison et il a un double parcours et il connaît bien la technologie. Donc, espérons qu'il sera capable de relancer la machine. Mais bon, ça, évidemment, ça va prendre un peu de temps parce que quand le moral des troupes est un peu en panne, c'est peut-être ça qui est le plus difficile à relancer. Voilà. Donc voilà la situation de HPE. C'est pas fameux, on va dire. Très bien, j'allais dire suite au prochain épisode. Absolument, et donc on le suivra avec intérêt, parce que HP c'est quand même une des marques phares de notre secteur.
Très bien. En attendant, écoutez, on change complètement de sujet. On parle d'intelligence artificielle, qui est là, pour le coup, le buzzword avec la sécurité. Et une nouvelle étude qui fait la comparaison entre les capacités de l'intelligence artificielle et les capacités d'analyse des médecins. Oui, alors c'est pas tout à fait une étude, en fait c'est une compilation du magazine de l'I3E. Donc l'I3E c'est une association savante des ingénieurs électroniciens et donc qui a compilé des articles donc on est dans le secteur de la santé, effectivement comme vous l'avez dit, on compare les résultats entre les performances des médecins et les performances de la machine, donc de l'intelligence artificielle et des algorithmes. Et donc, en fait, ce magazine, donc cet article, a compilé des articles couvrant les différents secteurs des différentes disciplines de la médecine. Donc, c'est une méta-étude. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, donc, évidemment, il y a des articles qui remontent à 2-3 ans, et on sait que dans ce domaine, les choses évoluent très vite. Et c'est intéressant parce qu'en fait, je dirais qu'il y a des domaines dans lesquels la machine est plus... l'intelligence artificielle est supérieure en termes de diagnostic aux médecins. En particulier, il y a deux domaines qui sont où la comparaison est a priori... il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, oui. Donc il y a la détection des crises cardiaques et puis des AVC. Donc là, de ce point de vue-là, la machine, avec tous les critères, parce que là, il y a beaucoup de données, donc il faut manipuler beaucoup de données, et donc l'intelligence artificielle est faite pour ça. Il y a un autre domaine aussi, c'est la détection de l'autisme. Donc là, on sait que plus on détecte l'autisme tôt, et mieux c'est parce qu'on ne sait pas très bien, il n'y a pas de remède, hein, mais on sait que si c'est détecté très tôt, on peut améliorer la situation. Donc ça, c'est l'avantage est à l'IA. Et puis à l'inverse, tout ce qui est, je dirais, médecine généraliste, où l'étendue des possibles est beaucoup plus large, là l'intelligence artificielle n'est pas encore très efficace. Et je crois que ça ramène au propos qui est encore assez vrai, c'est-à-dire que, et on l'a bien vu hein, dans tous les domaines où l'intelligence artificielle a battu l'homme à plat de couture, hein, on l'a vu récemment, il y a eu le Go. Les échecs il y a quelques années. Il y a eu, les échecs, effectivement, ça remonte à loin. Il y a eu le Go plus récemment. Il y a eu le jeu Jeopardy, avec Watson d'IBM. Et donc, tout ce qui est, par exemple, reconnaissance d'image ou reconnaissance de la parole, aujourd'hui, il n'y a pas, là encore, comme vous dites, il n'y a pas photo. L'intelligence artificielle est nettement supérieure parce que ce sont des domaines qui sont clairement identifiés. Quand on a, j'irais... un spectre assez large. Très large, là, je veux dire, l'humain est encore supérieur. Et tout ça, pour conclure, je crois que, alors évidemment, il y a cette idée que l'intelligence artificielle va être supérieure à l'homme dans tout un tas de domaines. Et ça alors évidemment, pour nous, c'est un peu frustrant de voir, je dirais, la machine qu'on a créée nous dépasser. Mais à l'inverse, c'était une réflexion de Fanui, le champion d'Europe de Go, qui avait été battu lui-même. Qui avait été battu lui-même par la machine, mais qui avait travaillé avec DeepMind, la société de Google, pour développer le programme qui allait battre le champion du monde. Et sa réflexion était intéressante et qui consistait à dire que finalement, la machine, donc l'intelligence artificielle, allait permettre à l'humain de s'améliorer. Et il le disait lui-même, le fait d'avoir joué contre un algorithme ou un programme, finalement, il avait progressé. Donc je dirais que c'est une conclusion qui est très positive dans ce domaine. Alors, on peut parler d'IBM il y a quelques minutes, on continue à en parler, puisque on parlait d'ailleurs la semaine dernière du marché des top 500 des supercalculateurs. On avait laissé entendre qu'IBM était un peu en train de sortir du marché, finalement il n'en est rien. Donc effectivement, c'est suite à une commande du département de l'énergie qui représente quand même une enveloppe globale de 350 millions de dollars. Donc oui, c'est pas négligeable. Et en fait, c'est pas c'est deux supercalculateurs, donc un dans un laboratoire Oak Ridge dans le Tennessee et l'autre à Lawrence Livermore en Californie, dont les puissances respectives seront de 200 pétaflops et 125 pétaflops. Et a priori, il devrait être présent dans la prochaine liste top 500 de juin 2018. Alors,
200 pétaflops, ça dit pas grand-chose, ça dit rien, mais si on compare à ce qui existe là, ça parle. Dans le dernier classement dont on parlait la semaine dernière, le numéro 1, c'est un supercalculateur chinois qui est à 93 pétaflops. Donc on double. Et si on prend la puissance cumulée des 500 supercalculateurs les plus puissants, on arrive à 8, en gros, l'ordre de grandeur, c'est 800 pétaflops. Donc on voit 200 pétaflops, c'est le quart de la puissance des 500. Donc c'est considérable. Bon, comme vous le disiez, IBM n'est pas en retrait du marché des supercalculateurs, mais enfin on voit bien c'est un peu la différence qu'il y a entre la haute couture et puis le prêt-à-porter. Hein. Là on est vraiment dans la très très haute couture, c'est de la Formule 1, si je puis dire. Hein. Et alors c'est effectivement été annoncé, c'est à l'occasion de l'annonce du Power 9, donc la nouvelle génération de Power, donc c'est la 9e comme son nom l'indique. Et alors c'est ce système là, le plus gros qui fera 200 pétaflops, en fait il va être constitué de 4600 serveurs dans lesquels il y aura 2 Power 9 et surtout la grande nouveauté c'est qu'il y aura les GPU de NVIDIA. Et donc, en fait, il y aura deux Power 9, 6 GPU Tesla. Et puis, donc ça, c'est l'aspect processeur. La mémoire vive, c'est 512 gigaoctets de mémoire vive, plus de la mémoire rémanente, 1600 gigaoctets. Donc là, on est dans des chiffres. Ouais. Donc ça, des boîtes comme ça, il y en a 4600 pour former le système. Donc, bon, c'est quand même très, très important. Et alors, il y a un point aussi intéressant, c'est le rapport coût-énergie. Hein. Alors, le rapport coût-énergie, effectivement, bien que sa puissance va dépasser entre 5 et 10 fois la puissance du système actuel, donc dans le laboratoire du Tennessee, là, sa consommation énergétique est quasiment pas supérieure. Donc, on est dans des rapports, des gains d'énergie, et on en a besoin parce qu'on sait que les data centers consomment de plus en plus d'électricité. Et donc, en fait, pour IBM, ça va finalement servir un peu de vitrine pour son Power 9, qu'il faut bien le dire, par rapport à la puissance d'Intel, est quand même singulièrement en retrait, même s'il y a eu cette alliance autour de l'open hardware et donc de la construction de serveurs avec le Power 9. Il y a eu un certain nombre d'initiatives, mais je dirais que Power est quand même assez en retrait par rapport à Intel. Donc, est-ce que cette annonce va permettre à IBM de se relancer, de relancer, je dirais, sa présence sur le marché des microprocesseurs? Là, c'est à voir et évidemment, il faudra attendre un peu de temps pour le vérifier. Oui. Très bien. Et bien, en attendant, on reste aux États-Unis et pour là, pour le coup, c'est pour les mois prochains, voire même les prochaines années. On parle de la FCC, que l'autorité de régulation des télécoms américaine, qui a changé de président avec l'arrivée de Donald Trump, et qui aujourd'hui est en train, en tout cas propose de rien que moins supprimer la neutralité du net. En tout cas, d'un gros retour en arrière sur cette notion de neutralité du net, sachant que c'est une notion quand même un peu à géométrie variable. Oui. Mais effectivement, alors, les conséquences seront peut-être dans les mois et les années à venir, mais en tout cas, la décision, a priori, elle va être prise le 14 décembre, puisque c'est la commission de la FCC qui va se réunir, comme vous le disiez, sous l'autorité du nouveau patron qui a été nommé par Donald Trump. Et donc, je dirais que ça fait partie d'une des mesures consistant à, en gros, défaire ce qui avait été fait par l'administration précédente. La neutralité du net, c'est un sujet dont on parle depuis un bon moment. Les républicains, et en particulier le nouveau patron de la FCC, n'avaient jamais caché sa volonté de, je dirais, changer radicalement les règles du jeu. Et donc là l'idée, c'est que là où, en gros, tout le monde avait un accès, je dirais, identique à Internet, identique et neutre, là, c'est un retour en arrière dans le sens où on va redonner aux fournisseurs d'accès Internet, donc les opérateurs télécoms, donc AT&T et puis Verizon pour les nommer, et puis les câbleaux opérateurs, parce qu'il faut dire qu'aux États-Unis, il y a une bonne partie de l'Internet qui passe sur le câble, donc là c'est Comcast par exemple. En gros, ça va leur redonner la main pour finalement
un peu comme une autoroute où ils seront à l'entrée et à la sortie, ils vont pouvoir réguler les flux comme ils l'entendent, modifier modifier les tarifs, réguler les différentes classes de services qui passent, donc de contenu, etc. Donc en gros, c'est un retour Internet, en arrière, et je dirais que la manière avec laquelle Internet avait été conçu, finalement, c'est ce qui a permis cette innovation extraordinaire qu'on connaît depuis une vingtaine d'années. Et là, en gros, c'est une reprise en main par les opérateurs télécoms et câble-opérateurs. Et on sait que c'est vraiment deux visions du réseau qui sont complètement différentes. C'est-à-dire que les opérateurs, eux, en gros, c'est eux qui contrôlent le réseau. L'Internet, c'était plutôt, je dirais, c'est le réseau qui se autorégule, mais en tout cas, c'était cette espèce de neutralité qui prévalait. Sachant que je vous coupe dit, mais pour nos lecteurs qui ne sont pas forcément au fait du paysage Internet américain, c'est pas du tout la même situation qu'en France. C'est-à-dire qu'en France, vous avez la concurrence entre opérateurs sur un lieu physique. Ici, à la Défense, on a accès évidemment à tous les opérateurs. Aux États-Unis, dans les grandes villes, on se retrouve avec un monopole de fait avec un opérateur ou un câble opérateur. Absolument. Ça, il faut quand même bien préciser. Effectivement. Ça change complètement la donne. C'est vrai, et on parle tout le temps des États-Unis comme pays de la concurrence, mais là, en l'occurrence, c'est vraiment le contre-exemple parfait. Et même quand vous êtes dans une ville, je pense à Cincinnati par exemple, pour la nommer, eh bien, si vous avez deux fournisseurs d'accès, en gros, ils se partagent, ils se découpent le territoire, et même, il n'y a pas de concurrence entre ces deux-là. Ce qui fait qu'on le sait, le résultat, c'est que finalement, la qualité de service et les tarifs aux États-Unis sont bien plus élevés que ce qu'on a en Europe. Donc on a une situation qui est vrai, n'était pas très satisfaisante. Donc là, ça va être quand même un gros bras de fer entre, d'un côté, les opérateurs télécoms qui voient ça plutôt d'un bon œil, et puis, je dirais, tous les acteurs de l'Internet, donc les GAFA, pour les nommer, Google, etc., sachant qu'il est vrai qu'il y a des problèmes. C'est que, par exemple... Netflix, c'est un tiers aujourd'hui du... Voilà, quand c'est au pic, c'est un tiers de la consommation du réseau, donc ça pose un problème. YouTube, pareil. YouTube va être... Donc malgré tout, c'est une remise en cause assez radicale. Alors, c'est une décision qui va être prise en décembre. Comme c'est pas un sujet qui passionne autant que l'Obamacare, par exemple, c'est assez clair. Donc, il est relativement peu probable que le Congrès s'en empare. Bon, il est possible que... Un peu de lobbying quand même des GAFA. Oui, qui ont quand même des moyens non négligeables. Et puis, bon, on sait qu'il y a les élections de 2018. Si les démocrates reprennent la main, peut-être qu'ils s'empareront du sujet. Mais en tout cas, pour l'instant, les choses vont être décidées le 14 décembre et on pourra en reparler pour voir un peu ce qu'il en est. Très bien. Et pour conclure, c'est la fête, non pas un coup de gueule, mais deux coups de gueule. Un premier coup de gueule, on ne pouvait pas passer au travers non plus, c'était Uber qui s'est fait pirater pas moins de 57 millions de comptes, quand même. Plus, j'oubliais 600 000 comptes de chauffeurs. Et puis le Black Friday. Alors, effectivement, Uber, maintenant la suite est relativement longue. Quasiment chaque semaine, on pourrait avoir un coup. D'ailleurs, on pourrait avoir un coup de gueule spécial sur. Donc cette semaine, c'est Uber. Il y a eu Equifax, il y a eu Deloitte. On parle en millions maintenant, millions de comptes. Donc 57 millions de comptes sur 600 000 chauffeurs qui ont été épuisés. Bon, donc ça veut dire que finalement, nos données ne sont absolument pas sécurisées chez qui que ce soit, y compris même chez les acteurs de l'Internet. C'est un peu la conclusion. Sachant qu'en plus, on l'apprend maintenant, mais l'histoire est arrivée il y a plus d'un an. En 2016, donc voilà, elle a été cachée comme bien d'autres d'ailleurs, et elle ne sort qu'à un moment où finalement il y a... Changement de direction. Oui, absolument. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième, c'est le Black Friday. On a l'impression que c'est tombé comme ça, on ne sait pas d'où ça vient. Le Black Friday, en fait, c'est le vendredi qui suit le Thanksgiving, le jeudi du Thanksgiving, qui est une fête américaine. Donc, il n'y a aucune raison que le Black Friday arrive en France. Et pour la petite histoire, en fait, le Black Friday était le dernier jeudi de novembre. Et il se trouve qu'en 1939, Franklin Roosevelt a pris la décision. Donc, le dernier jeudi de novembre
a priori, c'est une fête commerciale, le Black Friday. Hein. Ouais, on a reçu d'ailleurs toutes les offres. Et donc le 30 novembre, ça arrivait un peu trop tard par rapport à Noël. Ouais. Et donc il a pris la décision de le mettre le 4e jeudi de novembre. Et il y a eu un sondage qui a été fait à l'époque, donc on est en 1939 par l'Institut Gallup, qui montrait que les gens étaient contre cette décision. Bon, depuis, c'est toujours le 4e jeudi de novembre. Bon, et donc le Black Friday arrive en France, un peu comme Halloween d'ailleurs. Bon, sauf qu'Halloween venait d'Europe, était allé aux États-Unis, mais on l'avait un peu oublié. Donc le Black Friday arrive en France, on ne sait pas d'où ça sort. Les marketeurs n'ont pas de limite dans leur créativité. Bon, très bien. Bah, écoutez, merci pour ce coup de gueule, Guy. Je vous propose... Alors non pas de nous retrouver pour l'invité de la semaine, puisque malheureusement François Volpoët, qui est le directeur général de Checkpoint France, nous a fait faux bond au dernier moment cette semaine, donc malheureusement on n'aura pas d'invité de la semaine. Par contre la semaine prochaine on aura Christophe Badeau, qui est le DG France de Varonis, qui nous rejoindra comme invité de la semaine. Et en attendant, ce que je vous propose, c'est de retrouver par contre la deuxième partie de l'interview de Nicolas Barcet de Red Hat, qui était un acteur historique d'OpenStack et qui revient avec notre journaliste sur l'histoire d'OpenStack, parce qu'il a fait tous les OpenStack Summit depuis le début. Donc deuxième partie de l'interview que vous pouvez retrouver à partir encore une fois, sur notre site et sur notre chaîne YouTube. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine, même lieu, même heure, pour une nouvelle édition d'Informatique News Hebdo. À très bientôt, merci.